Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de l'étape numéro 8 du Tour de France. Entre Saumur en Auxois et Colombey les deux églises, on va voir un petit peu ce parcours. Pas si plat que ça, il y a quelques difficultés du côté de cette étape. Même si, encore une fois, les grimpeurs ne vont pas se faire la bagarre, mais sprinter baroudeur, entre les différents sprinters, on devrait avoir pas mal de spectacles. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui sont vos favoris, votre grosse cote pour cette étape. Si vous avez les moyens que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Vous pouvez également, quand vous vous abonnez à la chaîne, rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et je remercie les gens qui cliquent rapidement sur les miniatures, qui font l'effort de cliquer rapidement sur les miniatures, sur les notifications, parce que comme ça permet de mettre plus en avant la vidéo sur la chaîne. On commence tout de suite avec cette étape numéro 8. C'est pas une étape où on devrait éviter un sprint, parce que je pense pas que les baroudeurs arriveront à s'en sortir. Je pense que les équipes de sprinteurs, surtout qu'on a quand même quelques sprinteurs qui passent bien les bosses, seront suffisamment en place pour être performantes à l'arrivée. Par contre, on devrait avoir un gros tempo pour éliminer les purs sprinteurs. Parce que l'objectif, c'est que les Philipsen, Groenewegen, Jacobsen ne passent pas sur cette étape. Donc pour qu'ils ne passent pas sur cette étape, il faut faire un gros tempo. Il va falloir rouler vite pour éliminer les purs sprinters. L'avantage, c'est qu'on est sur un parcours vallonné. C'est pas des grosses côtes. C'est pas des énormes côtes non plus, hein. On est sur des côtes qui font 1 km, 1 km 5. On n'est pas sur des côtes qui font 5-6 km. On est sur des côtes, voilà, on est inférieur à 5 minutes de temps d'effort. Donc certains sprinteurs vont réussir à passer rapidement. Je pense qu'il n'y aura pas trop de difficultés. Est-ce que dans le final, on peut avoir une tentative du coup du kilomètre? Moi, j'y crois pas, mais c'est potentiellement faisable. Moi, je pense que les équipes de sprinteurs sont trop nombreuses. En fait, il y a trop d'équipes de sprinteurs avec des mecs qui sont en capacité de passer pour vraiment les mettre en difficulté, mais on ne sait jamais. Et puis, on est encore trop tôt dans l'épreuve pour avoir une échappée vainqueur. C'est vrai que si cette épreuve-là, si cette étape-là, elle arrive en fin de deuxième semaine, en début de troisième semaine, on se dit tout de suite, oh bah bagarre, baroudeur, sprinter, c'est pas si sûr que ça que les sprinters passent. Sauf que cette étape, elle arrive le 8e jour de course, que ces dernières étapes, bah, les équipes de sprinters ont eu le temps de se refaire à la cerise, parce que bon, on a eu 2 jours vraiment très plats, où il ne s'est pas passé grand chose, puis un contre-la-montre où les équipiers peuvent gérer un petit peu leur effort. Donc c'est vrai que là, je pense qu'on risque de rouler fort, mais pour essayer de supprimer les sprinters, et je pense qu'on aura encore de la main-d'œuvre dans le final. Dénivelé positif, 2302 mètres, c'est la 11e étape dans ce classement. Et puis du côté du classement de la montagne, il y a 7 points à récupérer au maximum. Donc ça fait pas grand chose non plus pour les baroudeurs. C'est un peu mieux que les jours précédents, certes, mais avec ce fameux problème d'avoir seulement 1 point de distribué ou 2 points de distribué par côte, c'est sûr que c'est pas ça qui va vous permettre d'aller chercher le maillot à poids à l'arrivée du côté de Paris. On regarde tout de suite la présentation du parcours. L'étape du jour, Saumur en Auxois, Colombey les deux églises pour cette journée. 184 km, vous voyez une journée mal plate, hein, une journée éreintante parce qu'il va falloir relancer très souvent. Il n'y a pas beaucoup de bouts de plat, alors oui, c'est pas des très grandes côtes, c'est pas des énormes pourcentages non plus quand vous regardez, mais à chaque fois en fait il y aura des bosses toute la journée, toute la journée, toute la journée. On part de Saumur en Auxois, petite descente pendant une vingtaine de kilomètres, on est sur du plat et puis ensuite on attaque toutes les petites difficultés du jour, notamment la côte de Vito, 2 km 1 à 7,1 de moyenne, c'est au km 24. Et on enchaîne tout de suite avec la côte de Villy en Auxois, côte également de côte de 4e catégorie, Villy en Auxois, 2 km 4 à 5,7 de moyenne, enchaînée
4-5 km après la côte de Verret sous Salmen, 3 km à 5,9 de moyenne, côte de 3e catégorie également. Donc là, vous voyez, ce premier bloc tout de suite d'entrée dans la première heure de course qui peut, pourquoi pas, faire des dégâts. Ensuite, on redescend. La Margelle, le sprint intermédiaire au kilomètre 59, c'est-à-dire qu'on est encore à plus de 100 km de l'arrivée. On aura encore deux côtes de 4e catégorie, la côte de Santenoge, 1 km 1, 7,8 de moyenne, c'est au kilomètre 96,5. Et puis au kilomètre 122, la côte de Clé sur Aujon. Est-ce que ça veut dire que la suite est plate? Ben non, comme vous le voyez, c'est encore mal plat. Alors certes, je dirais que la dernière heure et demie de course se passe sur des routes un peu plus simples. Mais ça ne veut pas dire que ça va être non plus tout plat. C'est une journée voilà, mal plate. C'est vraiment une journée où on va avoir une bagarre, je pense, entre baroudeurs et sprinteurs. Je pense que les sprinteurs s'imposeront, mais je pense que ça va être une journée voilà, assez rapide. Il faudra faire attention voilà, sur cette étape. C'est vraiment une journée où on peut avoir de la grosse bagarre. Et puis cette arrivée à Colombey-les-Deux-Églises, si vous voyez bien, c'est une arrivée en faux plat montant. Le dernier kilomètre est en faux plat montant. Donc les routes dans le final sont encore en prise voilà, dans ces 15 derniers kilomètres. Donc il faudra faire attention de ce côté-là. Du côté des difficultés sur le parcours, les difficultés techniques, eh bien on sera sur des routes avec des routes assez délabré, on va pas se mentir, surtout au milieu d'étape. Le final se déroule sur des routes qui sont très larges, mais il y a des passages en milieu d'étape, on est sur des routes qui sont assez étroites, avec pas mal de patchs, pas mal de gravillons dans ce milieu d'étape, donc il faudra faire vraiment attention. On n'est pas encore sur des routes nickel, voilà. Que l'on aura notamment sur la deuxième semaine. Là, on est sur des routes qui sont un petit peu plus, pas toujours excellentes. Voilà les routes. Par contre, dans le final, la dernière heure et demie de course, on récupère des routes encore une fois qui sont plus larges, avec une dernière ligne droite de 8 km 500. On regarde le final. Quand je vous ai dit dernière ligne droite de 8 km 500, il n'y aura aucune difficulté technique. C'est-à-dire qu'on voit l'arrivée de très loin. Donc on pourra se projeter très vite. On est vraiment sur une très grosse route. C'est une route nationale, donc pas de soucis de ce côté-là pour traverser Colombey, les deux églises pour cette étape. On regarde un petit peu la carte, mais on regarde, voilà, vous voyez la carte de l'étape. Vous voyez Semur-en-Auxois, où on est resté dans cette zone-là autour de Dijon pendant 3 jours, et puis on repart vers Colombey, les deux églises, pas très loin, on est dans la zone de l'étape du lendemain, c'est-à-dire pas très loin déjà du vignoble de Champagne, mais aussi pas hyper loin de Troyes, qui sera la plaque tournante de l'étape du lendemain, l'étape des chemins blancs. Alors parmi les particularités un petit peu touristiques de la région de Semur-en-Auxois, eh bien déjà vous avez ce château de Semur-en-Auxois, château construit au XIIIe siècle, style bien entendu château fort médiéval, château construit à la base d'une boucle de l'Armançon et l'œuvre des ducs de Bourgogne, soucieux de se protéger des rois de France. Ils en subsistent les 4 fortes tours d'angle. La ville possédait aussi une enceinte urbaine, donc il reste plusieurs vestiges notables. Oui, il faut rappeler qu'on est au XIIIe siècle. À ce moment-là, en Bourgogne, on n'est pas rattaché à la France. La Bourgogne est une région dissidente à l'époque, proche des Anglais. C'est pas une région qui aime la France. Alors ça va changer après la guerre de 100 ans, où la Bourgogne va se rapprocher de la France à la fin de la guerre des 100 ans, mais pendant très longtemps, la Bourgogne était une région dissidente qui n'aimait pas la France, qui n'était pas fan de la situation en France, notamment à cette fin du Moyen-Âge, jusqu'à la guerre de 100 ans à peu près. Malgré son démantèlement au XVIIe siècle, l'architecture urbaine conserve des traces de son existence. La tour Lourdeau ou de l'Orle d'Or est la plus imposante par sa hauteur, quand même 44 mètres. Donc voilà, on est sur une ville qui a gardé quand même pas mal de restes de l'époque médiévale, monument historique depuis 1862. Et puis vous avez également la collégiale Notre-Dame, autre particularité, vous la voyez ici en photo, cette collégiale Notre-Dame.
Là, entre le XIIIe siècle également et le XVIe siècle, style, alors contrairement à tout à l'heure, on était sur un style médiéval, là c'est totalement un style gothique. Le duc de Bourgogne, Robert Ier, aurait décidé de la construction d'une église dans la partie est de Saumur en expiation du meurtre de son beau-père Dalmas. Dépendant de l'abbaye bénédictine de Flavigny sur Ozerain, ce prieuré d'origine fait place à partir du XIIIe siècle à l'église actuelle, construite à partir de l'année 1225. D'importants dons, notamment de corporations de métiers, qui vont permettre la jonction de chapelles latérales. Devenue collégiale en 1739, l'église a été restaurée au XIXe siècle. Les travaux initiés en 1845 se poursuivirent jusqu'en 1854. Monument historique depuis 1840. Voilà. Alors vous avez une chapelle des Drapiers, une chapelle des Bouchers, la chapelle Sainte-Barbe, ou encore la chapelle du Saint-Sépulcre également, qui sont donc dans cette collégiale Notre-Dame. Ça, c'est des informations que vous pouvez retrouver encore une fois sur le site du Tour de France si vous voulez avoir plus d'informations sur la région. Et puis, le petit point nourriture du jour, eh bien, on est dans la région de l'Époisse. Époisse est en fait à 13 km de Saumur en Auxois, où est fabriqué le fromage éponyme, fromage à pâte molle et à croûte lavée. Sa masse est généralement de 250 grammes, on peut le retrouver dans des formats plus grands, et ce fromage contient 24% de matière grasse, ce qui est presque léger pour du fromage, et affiné en étant frotté au marc de Bourgogne. Et sa couleur ivoire orangé à rouge brique est due aux bactéries de surface, parce que l'utilisation de colorants est complètement interdite. Il faut bien le dire. Et il bénéficie d'une AOC depuis 1991 et d'une AOP depuis 1996. Donc AOP, c'est appellation d'origine protégée. Donc c'est-à-dire que voilà, quand vous achetez de l'époisse, vous êtes sûr d'acheter de l'époisse de qualité. Contrairement, on parlait hier de la moutarde de Dijon. Vous pouvez avoir de la moutarde de Dijon qui est faite un petit peu partout. De l'époisse fait par des grandes marques, ça sera quand même de l'époisse fait dans la région, donc autour de Saumur, en Auxois. On continue avec notre petite balade dans la région. On passe désormais au patrimoine sur la route du Tour de France. Eh bien, on aura un château, déjà pour commencer. Un château, c'est le château de Possanges. Alors, château déjà qui est extrêmement bien conservé, ce château de Possanges. Château qui est dû à un seigneur berrichon, Guillaume Dubois, d'abord attaché à l'hôtel de Philippe, comte de Charolais, fils du duc de Bourgogne, Jean sans peur, et il reste au service de Philippe. Quant à compter de 1419, ce dernier devient duc à son tour, en tant que Philippe III de Bourgogne. Et le bâti du château est vraisemblablement achevé avant sa mort en 1453. Et l'édifice devient une ferme assez tôt, et ce jusqu'en 1964, où il va accueillir une manufacture de tissus. Et depuis 1980, le château a été restauré et restauré magnifiquement bien. Ce château de style médiéval, monument historique, depuis 1913. Vous voyez, vraiment un château magnifique. Ensuite, on va à Saint-Saëns-de-l'Abbaye, au kilomètre 47. Saint-Saëns-de-l'Abbaye, où il y a bien entendu une abbaye. On va pas se mentir, c'est d'un petit peu dans le nom, avec cette abbaye conçue entre 1255 jusqu'au XVe siècle, style gothique. L'abbaye tiendrait son nom d'un moine du nom de Soigne, venu se retirer vers 534 au cœur de la forêt de Cestre. Et après sa mort en 581, son nom a été transformé en Saint-Saëns, en référence aux sources proches de la Seine. Et plusieurs campagnes de travaux sont menées entre 1205 et 1255. On pense qu'il y avait peut-être déjà une abbaye auparavant, mais on a assez peu d'informations entre le 6e siècle et le 13e siècle. Et dans cette période subsistent le chœur et croisillon nord du transept, ainsi que les parties basses de la nef du transept sud. Et au moment de la Révolution, l'abbaye ne compte plus que 2 moines
Les démolitions s'arrêtent après la vente de l'abbaye en 1846, où elle devient un établissement hydrothérapique. Et en 1942, la propriété est achetée par les Sœurs de Providence, monument historique depuis 1862. Voilà, cette abbaye. Et puis, on va parler d'une deuxième abbaye également, qui elle est dans la région Grand Est, dans la Haute-Marne, pardon. C'est l'abbaye de Chaumont. C'est pas l'abbaye de Chaumont, pardon, il y avait une abbaye avant Chaumont, je l'ai raté. L'abbaye de Auberive, voilà. C'était pas Chaumont du tout, on parlera dans quelques instants de Chaumont, mais il y a l'abbaye de Auberive, abbaye un petit peu plus récente au niveau de qui a été refaite à plusieurs reprises, construite pourtant en 1135. C'est une abbaye cistercienne fondée par Saint Bernard, alors abbé de Clairvaux. L'abbaye cistercienne d'Auberive répond à tous les idéaux de ce mouvement monastique. Alors c'est une abbaye qui va être reconstruite au XVIIIe siècle selon les plans de Claude-Louis Dallier. Abel Carlon de Vendôle, gendre de Diderot, achète les bâtiments et y installe une filature de coton entre 1797 et 1807. Ça va ensuite devenir une usine, puis une prison pour femmes à partir de 1856. Ça va être de nouveau une abbaye rattachée à la vie monastique entre 1927 et 1960. Et ensuite, ça va devenir une colonie de vacances et un centre d'art contemporain. Autant vous dire qu'il y a eu plein de choses qui se sont déroulées. Particularité, on a dit, bien entendu, que c'était une prison pour femmes. Louise Michel, qui avait été incarcérée à l'abbaye avant sa déportation en Nouvelle-Calédonie au moment de la Commune de Paris. C'était un petit peu une période de terreur. À la fin, dans la deuxième moitié des années 1800, la Commune de Paris. On continue avec Chaumont. Chaumont qui est une grande commune, 21 000 habitants. Du côté de Chaumont, vous pouvez retrouver le donjon que vous voyez ici à l'image, donjon élevé sur un éperon rocheux qui domine la vallée de la Suze de plus de 45 mètres. Il reste le seul vestige du château des comtes de Champagne de Chaumont. Cette tour carrée d'une vingtaine de mètres de haut a gardé au fil des siècles son apparence médiévale. À l'origine, c'était un ouvrage défensif qui fut utilisé également comme prison pendant une trentaine d'années entre 1830 et 1866. Et vous voyez de nombreux graffitis gravés par les prisonniers sur les murs intérieurs. Et maintenant, vous avez le musée d'art et d'histoire qui est installé depuis 1965 dans le donjon. Monument historique depuis 1926. Et puis on termine bien entendu avec Colombey-les-Deux-Églises. Et Colombey-les-Deux-Églises, c'est une ville indissociable du général de Gaulle qui passait, on va dire, ses vacances, qui a même subi un attentat. Le général de Gaulle, heureusement sauvé par les qualités de la déesse qui pouvait rouler sur 3 roues, cette voiture qui a sauvé le général de Gaulle, avec un des participants même de cet attentat qui a participé à la création du Front National avec Jean-Marie Le Pen. Du côté du Charles de Gaulle, là où vous voyez donc l'image à l'époque où il est sur l'appel du 18 juin, et vous voyez donc cette croix de Lorraine qui est présente du côté de cette commune de Colombey-les-Deux-Églises. Croix de Lorraine construite en 1972, c'est-à-dire 2 ans après la mort du général de Gaulle. Et ça a été une idée, on va dire, de Georges Pompidou, son prédécesseur. Pas son prédécesseur, pardon, le suivant, après le général de Gaulle, qui va lancer une souscription nationale recueillant plusieurs millions de dons. Et cette souscription qui va permettre de recueillir au total 5,5 millions de francs, qui va permettre d'ériger un monument, mais aussi d'acquérir 35 hectares de terrain autour desquels sont plantés 1000 cèdres offerts par le Liban.
Voilà. Alors c'est une croix de Lorraine en béton armé qui fait 44 mètres 30, 950 tonnes et qui est habillée par 10 millimètres de bronze. Voilà. Voilà, c'est assez impressionnant, inauguré par Georges Pompidou le 18 juin 1972 pour le 32e anniversaire du fameux appel du 18 juin. Vous avez également un mémorial, je ne vous l'ai pas mis en photo parce que c'est un bâtiment qui est très moderne, qui n'est pas très joli. Pour tout vous dire, le mémorial Charles de Gaulle. Ça, c'était une idée de Jacques Chirac qui a été inauguré par Nicolas Sarkozy et la chancelière Angela Merkel. Alors ça, c'était tout juste 50 ans après la rencontre historique de la boisserie entre le général de Gaulle et le chancelier Konrad Adenauer. Alors pourquoi je vous parle également de la boisserie que vous voyez sur cette image? La boisserie, c'était le lieu de vacances du général de Gaulle, le lieu de vie, de fin de vie du général de Gaulle. C'est là où il est mort, le 9 novembre 1970. C'était en fait avec son épouse Yvonne de Gaulle qu'ils avaient acheté en 1934 l'ancienne brasserie du village. Qui va être transformée en magnifique demeure de 14 pièces. Vous avez de la vigne vierge entourée d'un vaste terrain de 2 hectares et demi avec un magnifique bâtiment. Donc la fameuse rencontre avec Konrad Adenauer, qui est le seul, le chancelier allemand, à avoir passé une nuit dans cette maison. Et puis après sa démission, il a décidé d'écrire ses mémoires dans ce lieu. Et donc il meurt d'une rupture d'anévrisme le 9 novembre 1970 à presque 80 ans. Et désormais, le domaine appartient à son fils, l'amiral Philippe de Gaulle, et monument historique depuis 2004. Musée ouvert au public également, la boisserie à l'intérieur. Et puis, bien entendu, on va raconter cette anecdote du général de Gaulle, mais que vous avez vu à plusieurs reprises, lu à plusieurs reprises certainement, avec ce fameux 16 juillet 1960, vous avez le général de Gaulle qui décide de voir la course, qui décide, le Tour de France passe à Colombey-les-Deux-Églises, il est à Colombey-les-Deux-Églises, il décide, comme un simple spectateur, d'aller sur le bord de la route, avec son épouse Yvonne, et puis ça va faire un petit peu de bordel, on va pas se mentir, et Jacques Godet, qui voit le général de Gaulle, décide d'arrêter la course, qui n'était absolument pas prévu, et qui va donc arrêter l'épreuve, et le général de Gaulle qui va aller serrer la main, notamment du porteur du maillot jaune, Gastone Nancini, qui sera également le futur vainqueur. Il va également saluer Henri Anglade, qui était champion de France. Et ce qui fait qu'en 2003, on est retourné également à Colombey-les-Deux-Églises pour revivre un petit peu ce moment. Et puis, cette année, on repasse à Colombey-les-Deux-Églises pour cette étape. On regarde tout de suite la météo sur ce parcours, météo qui sera pas très joyeuse aujourd'hui, avec beaucoup d'orages prévus sur le parcours, un fort vent d'ouest également entre 25 et 50 km/h, et puis un temps qui sera entre 19 et 20 degrés, fort vent d'ouest. Je sais pas trop si ça peut nous donner des coups de bordure. Moi, je pense qu'il est un peu trop de côté. C'est-à-dire que vraiment, s'il avait été de 3/4, ça aurait été plus facile. Parce que là, sur la fin, par exemple, il sera quand même dans cette zone-là vraiment de face. Il y a peu de zones. Dans la zone intermédiaire, là au milieu, c'est pas vraiment à découvert en plus. Donc, je sais pas si on arrivera à avoir un coup de bordure sur cette étape. Vraiment. Moi, je suis pas convaincu. Voilà, mais c'est faisable, je vous le dis, c'est potentiellement faisable, mais je pense que le vent est trop de côté, et surtout il y a des zones qui sont quand même pas mal abritées sur le parcours de cette étape. Allez, on regarde tout de suite l'histoire du Tour de France.
Du côté de l'histoire du Tour de France, bon, on en a déjà un petit peu parlé dans la présentation du parcours, mais Colombey-les-Deux-Églises a déjà accueilli le Tour de France. Notamment un passage aussi en 2017 d'une étape qui arrivait à Troyes, remportée, on en avait parlé déjà hier, hein, par Marcel Kittel face à Arnaud Démare et André Greipel. On avait parlé également d'une étape, c'était l'année dernière, qui était passée par Semur en Auxois. C'était en 2007, c'était l'étape numéro 6 du Tour de France. Et là, c'était Tom Boonen qui s'était imposé face à Oscar Freire et Eric Zabel. Sur cette étape-là, on en avait parlé parce que c'est vrai que Boonen, ce jour-là, fait un énorme sprint dans le final. Il n'est pas du tout aidé, il doit contourner pas mal de monde, Tom Boonen, et il arrive à s'imposer magnifiquement bien, le coureur belge qui, cette année-là, hein, en 2007, vraiment est très costaud avec 2 victoires sur le Tour de France. C'est même sa dernière victoire sur le Tour de France, je crois, à Tom Boonen, ou l'avant-dernière. Parce que c'est vrai que Tom Boonen, à partir de 2009-2010, les résultats sur les grands tours sont quand même beaucoup moins bons. Même sur les derniers temps, il participait en fait assez peu aux grands tours. Il se concentrait surtout sur les classiques flandriennes. Ça, c'était son véritable objectif. Du côté également de Semur en Auxois, on a eu des championnats de France. C'était en 2008. Jeanine Longo avait remporté la course féminine. C'était Nicolas Vaugondi qui avait remporté la course masculine. Jeanine Longo qui avait battu Christelle Ferrier-Bruno et Edwige Pittel. C'était encore une époque où les équipes féminines n'étaient pas très présentes, hein. On avait du mal à avoir des équipes professionnelles du côté du cyclisme féminin. Et du côté des garçons, donc c'était Nicolas Vaugondi, à l'époque chez Agritubel, qui avait remporté le titre de la course en ligne. Il avait été assez impressionnant cette année-là, Vaugondi. C'était son 2e titre de champion de France après 2002. À l'époque, il était à Française des Jeux, mais là, il avait été très, très impressionnant en battant du beau monde, Nicolas Vaugondi. Même si c'était quand même une époque où sur les championnats de France, il faut rappeler, hein, en 2008, qu'on n'avait pas forcément tous les grands leaders. Il a battu le regretté Arnaud Coyot, et puis Julien Loubet d'AG2R également, qui l'avait battu. Julien Loubet qui a fini sa carrière chez Euskadi. C'était en 2018, qui avait connu pas mal de saisons chez AG2R, qui avait connu également les débuts de l'équipe Vital Concept, je crois, non ? Non, pardon, c'était encore l'équipe Arkea. Oui, c'est vrai que Vital Concept était passé d'Arkea à BNB Hotel, pardon. Donc il avait connu Arkea, voilà. On passe aux cyclistes et Chavanel avoir remporté le contre-la-montre comme Jeanine Longo. On va parler du cycliste du jour. Là encore, ça sera une histoire un petit peu triste avec Fabrice Philippot. Fabrice Philippot qui a été professionnel entre 88 et 94. Carrière assez courte, hein. Il a pris sa retraite à seulement 29 ans. Coureur très intéressant, qui a eu des résultats, notamment 2e de Liège-Bastogne-Liège, 2 victoires dans sa carrière, c'était le Grand Prix du Midi Libre et le Tour du Vaucluse, 4e du Général du Dauphiné en 89, 3e du Général du Tour de Majorque en 92 également, et puis 14e du Tour de France en 1990, équipier également de Miguel Indurain lors des 2 premières victoires du Tour de France du coureur espagnol, et lors de ces 2 victoires au Tour d'Italie. Il fera une dernière saison après son passage chez Banesto, chez Chazal. Ça se passera pas très bien, il décide de prendre sa retraite à seulement 29 ans. Et puis ensuite Florian Philippot qui s'installera, hein, du côté de Saumur en Auxois, et qui va décéder prématurément à l'âge de 54 ans. Pour le coureur, ancien coureur professionnel, qui est passé également chez Castorama.
Voilà, pour ce coureur. C'était surtout son résultat à Liège-Bastogne-Liège qui avait impressionné. Mais voilà, il avait décidé d'arrêter très jeune, à seulement 54 ans. On regarde, alors il y a d'autres coureurs, j'ai un Ernest Paul qui a remporté 2 étapes du Tour de France en 1909 et 1910 dans sa carrière, 3e de Paris-Brest-Paris en 1911, 6e du Tour de France 1909 et 7e du Tour de France 1910, 8e du Tour de France 1911, mais à l'époque il y avait quand même un petit peu moins d'opposition, donc faire top 10, alors il fallait finir la course bien entendu, mais il y avait un petit peu moins de coureurs au départ qu'aujourd'hui sur le Tour de France. Eh bien, je crois que nous avons fait le tour du cycliste du jour. On passe à la stratégie. Alors, soit la victoire d'une échappée, mais il faut au moins 7-8 coureurs. J'y crois pas des masses. Moi, je vois plutôt un sprint avec pas tout le monde. Je pense un sprint, aller avec 50-60 coureurs. Je pense que le vent va pas mal gêner sur la fin, donc ça pourrait un petit peu calmer le rythme du peloton. Je pense pas forcément à des gros coups de bordure, encore une fois comme je vous le disais, mais avec le rythme incessant sur les différentes difficultés, ça va peut-être mettre des gros coureurs en danger. Parmi mes favoris, je mets Arnaud Delis. Je pense que c'est un sprint qui lui convient très bien aux Belges. Arnaud Delis, il a montré quand même qu'il était en bonne condition physique, donc je me méfie de ce coureur-là. Du côté d'Alpecin, je tente Axel Laurens. Pour le moment, Philipsen, ça ne marche pas, mais Axel Laurens, il faut s'en méfier sur un parcours comme ça, sprint en boss, c'est un coureur qui a une très bonne pointe de vitesse. Mats Pedersen aussi, il faudra se méfier du coureur danois, même s'il est tombé sur ce type de sprint, ça reste un coureur dangereux. Et puis en grosse cote, j'ai mis Van Aert. S'il fait le sprint, lui aussi, il sera dangereux. Et si on lui met un petit peu de monde autour de lui, ça peut être très dangereux pour Van Aert. Du côté du programme télé, départ fictif à 13h05. La côte de Villy en Auxois, 4e catégorie, à 151 km de l'arrivée entre 14h02 et 14h06. La Margelle, le sprint intermédiaire à 124 km de l'arrivée entre 14h37 et 14h44. La côte de Santenoge, à 86 km de l'arrivée entre 15h26 et 15h38. La côte de Gier-sur-Aujon, 4e catégorie à 31 km de l'arrivée entre 16h et 16h15 pour une arrivée prévue entre 17h19 et 17h42. J'ai dû me gourer pour la côte de Gier-sur-Aujon, ça devait être plutôt 61 km de l'arrivée parce que sinon ça fait quand même beaucoup de temps pour faire seulement 30 km de course. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve ce soir après l'arrivée de cette étape pour faire le débrief sur YouTube à 21h et le short TikTok également sur la chaîne. Si vous voulez soutenir mon travail, encore une fois, super fun, cliquez rapidement sur les miniatures, les notifications. Et donc nous, on se retrouve ce soir et demain 7h pour la présentation de l'étape des chemins blancs, où là, il y aura beaucoup de choses à dire. Allez, ciao ciao sur la Mec Production.